Bonjour chers étudiants, cette séance sera consacrée à l'étude des sources d'obligations. Selon l'article 1er du Dahir des obligations et contrats, les sources d'obligations se déterminent dans les conventions et les autres déclarations de volonté, aussi les quasi-contrats, les délits et les quasi-délits. Donc, à partir de cet article, il convient de déduire que l'obligation peut naître soit d'un acte juridique, qui est une manifestation de volonté produisant des effets juridiques. Il s'agit dans ce cadre du contrat et de la déclaration unilatérale de volonté. Aussi, l'obligation peut naître d'un fait juridique, c'est-à-dire un événement auquel une règle de droit attache des effets juridiques. C'est le cas, par exemple, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Donc, dans un chapitre premier, on va étudier les déclarations de volonté comme source d'obligation. À ce niveau, on peut dire que l'acte juridique, c'est un acte volontaire spécialement accompli en vue de produire des effets juridiques. En fait, l'acte juridique ou la déclaration de volonté peut s'envisager dans un premier lieu, dans le contrat, qui est un acte juridique ayant pour objet la création de rapports d'obligation entre un créancier et un débiteur. Ainsi, le contrat peut être un acte bilatéral, c'est-à-dire un acte émanant de deux volontés, ou encore un acte multilatéral fondé sur plus de deux volontés. Un acte unilatéral de volonté, c'est une manifestation de volonté qui n'émane que d'une seule volonté. Donc, on a vu que l'acte juridique, il peut se manifester soit dans le contrat, soit dans l'acte unilatéral de volonté. Donc, on va commencer par le contrat. Le contrat, c'est une variété d'actes juridiques formant l'une des sources d'obligation. En fait, il constitue la source principale d'obligation. En outre, le contrat ne peut exister qu'avec la réalisation de certaines conditions juridiques, dont l'existence donne bien évidemment lieu à des effets juridiques, c'est-à-dire donne lieu à la création d'obligations qui doivent être exécutées par les parties. Mais avant d'entamer ces deux axes, c'est-à-dire les conditions liées à la formation du contrat et les effets du contrat, on doit tout d'abord présenter les différents types de contrats. Donc, on va commencer d'abord par une classification des contrats. À ce niveau, on peut dire que le contrat peut revêtir plusieurs formes. Dans ce cadre, la doctrine a classé les contrats en reposant sur plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a le critère fondé sur la formation. Donc, à ce niveau, il y a le contrat consensuel et le contrat formel et aussi le contrat réel. En second lieu, il y a une classification fondée sur la liberté des parties dans la négociation des clauses contractuelles. Il existe le contrat par concours de volonté et le contrat d'adhésion. Ensuite,
la classification fondée selon l'objet du contrat. Et dans ce cadre, on trouve le contrat nommé, on a le contrat nommé et le contrat innommé. D'autres classifications sont fondées sur les effets contractuels. Selon les effets contractuels, le contrat peut être classé en contrat unilatéral et contrat synallagmatique. Aussi, contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit. Quant à sa nature, le contrat peut être classé en 4 catégories. On a le contrat commutatif, le contrat aléatoire, le contrat instantané et le contrat à exécution successive. Et enfin, le contrat peut être un contrat individuel ou un contrat collectif. Donc, cette classification, cette dernière classification, se base sur le critère lié aux parties contractantes. Commençons par le contrat consensuel et le contrat formel et le contrat réel. Qu'est-ce qu'un contrat consensuel? Le contrat consensuel est un contrat qui s'appuie sur le principe général du consensualisme. Ceci dit que ce contrat se forme par le seul échange de consentement. Donc, à ce niveau, l'écrit n'est pas nécessaire. Il n'est exigé que pour faire preuve des engagements des parties. Pour le contrat formel, c'est un contrat dont la validité est subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités. C'est le cas de l'obligation de respecter la forme authentique de l'acte, tel que par exemple le contrat de mariage, le contrat de donation et le contrat d'hypothèque, où le législateur impose l'établissement d'un acte authentique, à défaut de quoi le contrat ne peut exister. Donc ici, la forme, elle est nécessaire pour l'existence du contrat. Parfois, le législateur exige l'établissement d'un écrit en plus de la formalité de l'enregistrement. Par exemple, le cas de la vente d'immeubles. On trouve par exemple le cas de l'article 489 du Dahir des obligations et contrats qui dispose que lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autre chose susceptible d'hypothèque, elle doit être faite par écriture ayant date certaine et elle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée par la loi. Concernant les contrats réels, ce sont des contrats qui ne prennent effet que par la remise de la chose, qui en est l'objet. Par exemple, on a ici l'article 1188 du Dahir des obligations et contrats qui précise que le gage est parfait par le consentement, premièrement, le consentement des parties sur la constitution du gage, donc on a l'élément du consentement tout d'abord, deuxièmement et en outre, par la remise effective de la chose qui en est l'objet au pouvoir du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Donc, on a le contrat consensuel qui repose sur le seul consentement des parties. On n'a pas besoin ici d'autre chose. On a le contrat formel, donc, qui nécessite le consentement en plus d'une forme exigée par la loi ou une formalité. Et on a, troisièmement, les contrats réels qui reposent sur le consentement en plus de la remise de la chose objet du contrat. Deuxième classification, c'est une classification liée au contrat par concours de volonté et le contrat d'adhésion.
Le contrat par concours de volonté, appelé aussi le contrat de gré à gré, est un contrat dont le contenu est librement négocié par les parties. Donc les parties ici ont une liberté contractuelle totale, telle que par exemple un contrat de vente. Inversement, le contrat d'adhésion constitue un contrat dont le contenu n'est pas discuté par les parties contractantes, mais c'est un contenu qui est imposé par un contractant puissant qui accapare le produit dont le consommateur a besoin. De même qu'il détient les connaissances suffisantes sur l'objet du contrat. Donc, à ce niveau-là, ou au niveau du contrat d'adhésion, c'est vrai, il n'y a pas une discussion du contenu du contrat, mais quand même, on peut parler d'une liberté contractuelle. Quand même, le consommateur a cette liberté de contracter ou ne pas contracter. Donc, troisième classification, le contrat nommé et le contrat innommé. Qu'est-ce qu'un contrat nommé? Un contrat nommé, c'est un contrat qui a été prévu et organisé par le législateur, tel que par exemple le contrat de vente, le contrat de louage, le contrat de mandat. Donc on trouve que notre dahir des obligations et contrats donne toute une classification, toute une liste de contrats nommés. En effet, ces contrats sont soumis en premier lieu à l'application des dispositions spécifiques prévues par la loi. Si aucune de celles-ci ne peut s'appliquer au contrat considéré pour lui trouver par exemple une solution, il faut revenir aux dispositions générales de la théorie du contrat. En revanche, un contrat innommé, c'est un contrat qui n'a été ni prévu ni organisé par le législateur. C'est-à-dire, c'est un contrat imaginé par les contractants. C'est un contrat n'ayant reçu aucune qualification officielle et n'est soumis à aucune réglementation spécifique. Il y a une réglementation générale des contrats, mais il y a ce qu'on appelle la réglementation spécifique. Cette catégorie de contrats se trouve soumise aux dispositions générales des obligations. Sinon, il convient de chercher la solution du litige par voie d'analogie avec d'autres contrats nommés qui lui sont similaires. Le contrat unilatéral est le contrat synallagmatique, le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit. Un contrat unilatéral, on dit qu'il y a un contrat unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs personnes, sans qu'il y ait engagement de la part de cette dernière. Donc, déjà lorsqu'on dit un contrat, le mot contrat, ce terme, il est lié à l'échange du consentement, c'est-à-dire il y a échange du consentement. Unilatéral, c'est un terme lié à la période ou à la phase de l'exécution, c'est-à-dire que l'engagement s'impose à l'une des parties. Donc, c'est un contrat qui fait naître des obligations à la charge d'une seule partie qui s'oblige à l'égard de l'autre. Par exemple, le cas de la donation. Seul le donateur s'oblige à donner. En revanche, il convient de ne pas confondre contrat unilatéral avec acte unilatéral, parce que l'acte unilatéral naît de la volonté d'une seule personne et qui prend en charge seule l'exécution de l'obligation. Donc, ici, l'obligation, elle naît de la volonté d'une seule personne. Il n'y a pas échange de consentement. Et seule la personne qui a donné sa volonté unilatérale s'engage. Donc, le contrat unilatéral, il naît de l'accord, comme on l'a déjà précisé, de l'accord de deux ou plusieurs volontés
mais l'une des parties au contrat se trouve débitrice à l'égard de l'autre partie. Quant au contrat synallagmatique, ou ce qu'on appelle aussi le contrat bilatéral, c'est un contrat qui fait naître des obligations réciproques à la charge de chacune des parties contractantes, tel que le contrat de vente. Le contrat à titre onéreux, à ce niveau ou au niveau de ce contrat, chacune des parties reçoit une contrepartie de l'avantage qu'elle procure à l'autre partie. Par exemple, le contrat de bail qui comporte pour le locataire d'obligation de mettre la chose à la disposition du locataire en contrepartie du paiement du prix du loyer. Le contrat à titre gratuit, ou le contrat, ce qu'on appelle le contrat de bienfaisance, c'est un contrat par lequel une partie procure à l'autre un avantage purement gratuit, sans qu'elle ne reçoive aucune contrepartie. C'est le cas, par exemple, du contrat de prêt sans intérêt ou encore la donation. Donc, concernant le contrat commutatif et le contrat aléatoire, le contrat commutatif est un contrat par lequel chaque partie s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Par exemple, un contrat de vente, un contrat d'échange. Donc, il s'agit d'un contrat annulable pour cause de lésion, s'il existe bien sûr un déséquilibre au moment de la formation du contrat. Quant au contrat aléatoire, c'est un contrat par lequel chacune des parties assume un risque. C'est un contrat lié au risque. Donc chacune des parties assume un risque de gain ou de perte identique dû à un événement incertain. Ici, on peut donner l'exemple du contrat d'assurance qui constitue le principal contrat aléatoire. Pourquoi? Parce que l'assuré verse des primes à des échéances périodiques alors que l'assureur ne paiera aucune indemnité si le risque ne se réalise jamais. Ou au contraire, on paiera au bout de peu de temps alors qu'il n'aura encore encaissé que des primes d'un montant très faible par rapport au risque. Donc chacune des parties ici supporte le risque. Soit on a l'assureur qui peut payer ou indemniser l'assuré dans un laps de temps, ou encore que le risque ne se réalisera jamais et par conséquent, il ne paiera rien. Donc, l'aléa constitue un élément essentiel dans les contrats aléatoires et sans lequel le contrat n'existerait plus. Le contrat instantané, c'est un contrat dont l'exécution des obligations créées est mise en œuvre instantanément. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire par une seule prestation, telle que le contrat d'échange. Donc l'exécution, elle est immédiate. Contrairement au contrat à exécution successive, qui est un contrat dont l'exécution successive s'échelonne dans le temps. Par exemple, le contrat de travail, dans lequel l'une des parties fournit son travail pendant une période plus ou moins longue, contre un salaire payé à une échéance déterminée. Donc c'est un contrat qui est successif, qui s'échelonne dans le temps. Donc dans ce cadre, il est à signaler que la nullité du contrat à exécution successive n'a pas d'effet rétroactif, car elle ne prendra effet que du jour où elle sera prononcée par le juge et pour l'avenir. Donc il n'y a pas un effet rétroactif dans le passé, mais elle ne prendra effet que du jour, la nullité ne prendra effet que du jour de sa prononciation par le juge et pour l'avenir. Donc le même raisonnement doit être fait pour la résolution du contrat à exécution successive.
Concernant le contrat individuel ou le contrat collectif, le contrat individuel est celui dont la validité exige le consentement de chacune des parties contractantes. De ce fait, il n'engage que les parties et leurs ayants droit. Il envisage clairement le principe de l'effet relatif du contrat. Par exemple, le cas des sociétés commerciales de personnes. Donc, dans ce cas, la validité du contrat suppose le consentement de chaque associé, et quel que soit leur nombre. Inversement, pour le contrat collectif, c'est un contrat qui n'exige que le consentement de la majorité d'un groupe, bien que la minorité n'ait ni souscrit, ni consenti, et elle s'y est opposée vivement. Donc, c'est un contrat qui produit ses effets juridiques à l'égard de personnes n'ayant pas consenti. Donc, on prend en considération le consentement de la majorité. Et la minorité qui n'a pas donné son consentement va subir aussi les effets de ce contrat. Donc, on donne l'exemple, par exemple, le contrat conclu par la majorité des co-indivisaires en matière de gestion d'administration de biens indivis. Dans ce cadre, on a l'exemple de l'article 971 du Dahir des obligations et contrats qui dispose que les délibérations de la majorité des communistes sont obligatoires pour la minorité pour ce qui a trait à l'administration et à la jouissance de la chose commune, pourvu que cette majorité représente les 3/4 des intérêts qui forment l'objet de la communauté.